POPSU Europe est une plateforme, son nom l'indique, une plateforme d'observation des stratégies et de projets urbains en Europe. L'objectif, c'est une plateforme qui est financée par le BUCA et par l'Atelier international du Grand Paris pour faire se rencontrer des responsables de villes en Europe, en France et ailleurs en Europe, et des experts, des chercheurs, des consultants sur des sujets assez pointus, de façon à croiser des regards sur des problèmes contemporains, actuels, que les villes peuvent partager, et sous un angle un peu particulier, qui est celui du projet urbain. Alors, nous ne sommes pas dans la technique, dans la technologie, nous ne sommes pas dans les gouvernants, des problèmes de gouvernance, mais beaucoup plus dans les projets. Dans les projets, c'est-à-dire comment les villes, on s'interroge comment les villes font fusionner dans les projets ces problématiques. Alors, on a abordé les problèmes de la grande vitesse à travers les gares TGV, les problèmes de la marche à travers la place du piéton dans la ville, la place des créateurs, les questions relatives au jardin, transformation des jardins et l'utilisation des jardins dans les stratégies urbaines. En ce moment, nous sommes en train de travailler sur les inondations, les villes inondables, et puis nous entamons un dernier cycle pour l'année prochaine sur les îlots de chaleur. Alors, vous voyez, ce sont des sujets qui sont assez pointus, qu'on pourrait aborder sous l'angle de la technique. On essaye d'éviter, évidemment, la technique reste en toile de fond, notamment par exemple pour les inondations, mais nous les abordons sous l'aspect du projet. Comment on transforme ces problématiques dans le faire, dans l'action. Et c'est intéressant parce que, comme vous l'avez vu, ce sont des sujets qui sont très différents. Et à travers ces différentes, cet éventail de problématiques, on retrouve des thèmes transversaux qui sont très intéressants à observer. Par exemple, la place des habitants dans ces problématiques. On voit que aussi bien pour les jardins que pour les inondations, les villes impliquent de plus en plus les populations pour trouver des solutions ou pour appliquer les solutions. La multidisciplinarité des équipes, la nécessité d'innover dans les projets et non pas tellement en amont des projets. Tout ça, c'est quelque chose qu'on trouve en commun et qui intéresse beaucoup les villes qui participent à ces séminaires. Alors, le dispositif est assez simple, on organise dans chaque cycle 2 séminaires et ensuite on publie les actes de ces séminaires sous forme de livres à travers une collection aux éditions Parenthèses. Mais les villes sont très intéressées parce que ça leur permet vraiment de croiser des regards assez différents. Alors il y a des villes qui ont fait plus que d'autres, donc des villes qui présentent et puis d'autres qui apprennent un peu plus ce qui se passe, mais le résultat est assez intéressant. Oui, alors le terme de modèle me semble ne pas convenir à ce qu'on appelle la ville européenne, dont d'ailleurs on peut se poser la question si elle existe vraiment. Entre Oslo et Athènes, entre Dublin et Belgrade, je ne suis pas sûr. Par contre, il y a des grandes tendances, des grands éléments de comparaison possibles. Il y a bien entendu les grandes métropoles, voire les mégapoles, qui se constituent, qui ont effectivement des problématiques assez comparables. Il y a les capitales régionales, qui elles aussi, je dirais, luttent entre elles, si je peux dire, pour avoir une certaine compétitivité sur le marché de la ville européenne, entre guillemets, qui elles aussi développent des stratégies comparables. Il y a aussi le réseau des villes moyennes, dont on ne parle pratiquement jamais, et qui sont quand même les plus nombreuses et de loin, et qui constituent, elles, peut-être plus, non pas un modèle, mais un type d'organisation qui est assez comparable, en tout cas identifiable à travers l'Europe.
Voilà, il y a des grandes familles, on va dire. Maintenant, de parler de modèles comme certains le font, je crois que même parler de la ville européenne me paraît un peu abusif. Je parlerai plutôt de grandes familles et puis de réseaux de villes, parce que les villes fonctionnent de plus en plus en réseau, que ce soit à l'intérieur d'une métropole ou d'une mégapole, que ce soit le long de voies de TGV, à travers des distances assez grandes. Euh, voilà, il se passe des phénomènes qui sont plus de l'ordre du modèle, mais beaucoup plus de l'ordre du réseau. Prenons l'exemple des lignes TGV qui se bâtissent assez vite en ce moment en Europe. Les lignes TGV sont en train de constituer une sorte de réseau qui n'est pas uniquement un réseau de mobilité, qui est basé sur la mobilité évidemment et sur la grande vitesse, mais qui rapproche des villes qui n'avaient pas forcément l'habitude de se rencontrer, de travailler ensemble, et qui se rapprochent à la fois sur le plan social, économique, universitaire, voilà un mode de fonctionnement un peu nouveau qu'il faut bien observer et décortiquer. Ce qui se fait, mais aujourd'hui on est encore en train de l'observer, de l'analyser. On ne sait pas exactement comment ça va fonctionner. Est-ce que ces réseaux le long de grandes chaînes, hein, Paris, Paris-Vienne par exemple, ou Paris-Budapest, ou alors plus large, Lisbonne-Kiev, puisque c'est de ça qu'on parle, le long de ces grands corridors, il est en train de se passer des phénomènes intéressants, des universités qui collaborent de plus en plus, parce qu'un étudiant peut faire un cours dans une école et puis prendre une heure de TGV pour aller dans une autre école pour faire un autre master, d'une façon beaucoup plus facile que ça se fait beaucoup plus facilement que ça se faisait autrefois. Donc là, il se passe encore une fois des phénomènes qu'on n'a pas vraiment encore analysés, qui peuvent être positifs, mais qui peuvent aussi être négatifs. Par exemple, une ville, je travaille par exemple actuellement avec la ville d'Ulm. Ulm est entre Stuttgart et Munich, à quasiment égale distance des deux grandes villes. Bon, Ulm se développe, est en train de se développer, c'est une ville très moyenne, une ville moyenne, européenne, classique, avec son université, ses activités commerciales, industrielles, etc. Mais ce qu'elle craint, c'est de se vider, que le TGV la vide. Elle ne craint pas elle n'est pas sûre de gagner cette bataille de l'attractivité, même si elle se considère très attractive à plein de points de vue, mais elle doit maintenant agir pour améliorer cette attractivité. Et là, il y a tout un jeu qui est très intéressant à observer. Donc, pour ça que parler d'un modèle, non, je pense qu'il y a des modèles, il y a peut-être des modèles, et en tout cas, il y a des réseaux qui se constituent et dont on n'a pas encore pris toute la mesure, je pense. Ce sont deux choses qui se font en parallèle. La compétitivité est énorme. Quand on observe des villes comme Rotterdam, par exemple, Amsterdam, ces villes qui sont, qui sont bâties sur une notion de pragmatisme urbain, on va dire, qui sont des villes de négociants, de gens qui savent ce que c'est que le commerce, hein, sont des villes qui définissent des stratégies d'attractivité, de compétitivité féroce. Comment attirer plus d'habitants, quitte à vider la ville voisine. Vous voyez, et donc leur stratégie urbaine est souvent très claire. Hein, Rotterdam aujourd'hui dit je n'ai pas assez d'habitants riches. Amsterdam en a plus que moi, qu'est-ce que je vais faire pour attirer les riches? Oui, c'est inscrit dans les stratégies à 10, 20 ans, 30 ans. Et donc, Barcelone fait à sa façon, d'ailleurs je dirais Barcelone est un peu un pionnier en la matière. Alors, la métropole parisienne est très ambiguë dans ce jeu. D'abord parce qu'elle hérite d'une histoire et d'une géographie, je dirais, très particulière. Une ville centre qui est petite,
qui est le Paris dont on parle, que l'on connaît. Si que l'on aille à San Francisco ou à Shanghai, c'est 100 km² qu'on connaît. Et puis toute cette métropole autour, qu'on appelle banlieue, ou qu'on appelait encore il y a peu de temps banlieue, maintenant on essaie de lui trouver d'autres noms, mais ça reste quand même de l'autre côté du périphérique, et avec un éclatement politique et décisionnel terrible, qui fait que Paris n'a pas, je dirais, l'impact et le poids face à ces grandes métropoles, Londres par exemple, mais même la Randstad aux Pays-Bas, qui a aussi sa faiblesse et ses vulnérabilités, mais qui a une sorte d'unité territoriale, géographique, collaborative, etc., qui n'a rien à voir avec Paris. Donc Paris est à la fois une ville extrêmement attirante, probablement une ville plus attirante du monde, une ville qui attire aussi bien les touristes, les habitants, les étrangers, les Français, les entreprises, les universités du monde entier, et puis à la fois une grande faiblesse dans ce même accueil, parce qu'on l'a vu par exemple avec les Jeux Olympiques. Le dossier des Jeux Olympiques à Paris a échoué principalement du fait de cette difficulté de décision. C'est-à-dire que le poids du politique à Paris et de cet éclatement du politique est tel que ça le rend très vulnérable. Ce qui fait que Paris est représenté à l'étranger, en Europe, essentiellement par sa ville-centre. Je ne parle pas du poids économique, hein, le poids économique de la métropole parisienne reste ce qu'il est, mais en tant qu'image, en tant que métropole, il est représenté par sa ville-centre, qui est une ville modeste, il faut le dire, par rapport aux grandes métropoles européennes. Et donc, il y a cette ambiguïté entre une ville qui se veut ville-monde, et qui est, je pense, observée comme une ville-monde, et à la fois une ville très isolée dans ce jeu, je trouve, par son conservatisme, le conservatisme de sa ville-centre. Paris est une ville terriblement conservatrice. Aujourd'hui, c'est une ville qui, il y a encore moins d'un siècle, était la ville de la culture mondiale, la ville de tous les savoirs, je dirais. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de Paris comme des villes du savoir ou de la connaissance. Bien sûr qu'il est... J'ai le sentiment, je parle avec des conditionnels parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les villes, les grandes villes mondiales sont des laboratoires d'innovation. Je dirais, j'allais dire pour le meilleur et pour le pire, mais ce sont des laboratoires d'innovation. Les villes qui comptent aujourd'hui sont des villes qui réussissent à faire bouger la connaissance, à faire bouillonner la culture, à faire se rencontrer tous les contraires, etc. Et je pense qu'une ville laboratoire, c'est une ville qui sait faire travailler son monde politique au sens large du terme, c'est-à-dire ses grandes instances de gouvernance, ses universités, ses entreprises, ses habitants. Qu'est-ce qu'on constate à Paris? Le poids énorme du politique, le peu de relations que la ville entretient avec ses propres universités. Je dirais au niveau de la recherche, bien sûr qu'il y a de magnifiques universités à Paris, mais elles ne sont pas en osmose avec la ville. Les entreprises, il y en a même. Aujourd'hui, les laboratoires, quand on va à Vancouver, on va visiter des laboratoires d'innovation urbaine. Quand on vient à Paris, on n'a pas l'impression de visiter un laboratoire d'innovation urbaine. Et donc, ça se ressent sur la ville. Et les étrangers que je rencontre, il n'y a pas très longtemps, j'étais avec une bande de Hollandais dans un jury international aux Pays-Bas.
je n'étais qu'avec des gens qui adoraient la France, qui baragouinaient un peu le français, suffisamment pour se débrouiller, mais qui ne connaissaient rien de l'urbanisme français, et ni dans l'urbanisme parisien, qui viennent à Paris pour se faire une bonne bouffe, pour aller visiter des expositions, pour passer un bon moment, etc. Mais ce sont des gens qui ne demanderaient qu'à connaître. Vous voyez ce que je veux dire, qui sont un peu même, qui disent c'est dommage. Et là, on se sent un peu isolé. Alors évidemment, il y a toujours la barrière de la langue qui joue un rôle, mais ça ne suffit pas. On va en Shanghai, tout le monde va à Shanghai, et à Shanghai, on parle chinois. Hein, et pourtant, on y va. Donc si Paris redevenait ce qu'il a été autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, un laboratoire d'innovation urbaine, les gens viendraient pour voir ce qui s'y passe. Aujourd'hui, on ne parle pas de Paris. Soyons clairs, hein, dans les universités dans le monde, on parle de Copenhague, on parle de Vancouver, on parle d'Helsinki ou de Stockholm, on parle de certaines villes en Allemagne, on ne parle pas de Paris. Non. Personnellement, je le sens pas bouillonner. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les grandes opérations parisiennes, enfin au sens de la métropole? On nous parle du plateau de Saclay, comme d'un grand cluster qui est en cours de réalisation. Bon, et quand on regarde un petit peu plus près, on voit que c'est une espèce de champ de bataille, de luttes internes entre l'établissement public, les collectivités, les établissements d'enseignement, qui se disputent un pouvoir pour réaliser. Bon, et ce grand projet qui vraiment est un projet dont la métropole a besoin. Qui est un beau projet en plus. Il y a des écoles magnifiques, il y a un site qui est extraordinaire, il y a encore une agriculture urbaine qui pourrait constituer un terreau d'innovation formidable. Bah, vous voyez, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, c'est un champ de bataille. Et c'est le projet, c'est un des projets magnifiques de la métropole parisienne. Alors, je n'ai pas fait le recensement des bagarres, des conflits urbains en Europe aujourd'hui. Bien sûr qu'il y en a. Je veux dire, l'urbanisme est conflit par essence, donc que des conflits existent, bien sûr. Mais aujourd'hui, le sentiment que j'ai, encore une fois, je parle un peu au conditionnel, c'est que les villes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les villes de la connaissance, les villes laboratoires, sont des villes qui mettent en place des dispositifs de démocratie participative puissants. Berlin, Munich, Copenhague encore une fois. Alors je prends les exemples des villes du Nord parce que je les connais mieux que les villes du Sud, mais l'Italie, il y a des choses qui se passent qui sont intéressantes aussi. En France, à Paris, vous êtes au courant d'une stratégie de démocratie participative à Paris? Non, on la connaît mal. En tout cas, si elle existe, on ne la connaît pas. Enfin, moi, je ne la connais pas. Il y a des petits phénomènes, des épiphénomènes de participation. Mais or, la base même de ce dont on parlait, c'est-à-dire de la création d'un laboratoire urbain, c'est déjà de créer un consensus et donc un lieu de partage des connaissances et des décisions et donc la mise en place d'institutions de démocratie participative efficaces. Bah, écoutez, là je trouve qu'il y a, c'est une question qui m'intéresse parce que je trouve d'abord, puisqu'on va voter dans pas longtemps pour l'Europe, je trouve que l'Europe a fait un travail formidable depuis une bonne dizaine d'années, quinzaine d'années, avec une montée en puissance intéressante
sur l'échange de bonnes pratiques en Europe, sur des sujets très divers. Alors, l'idée de mettre des gens ensemble, des villes, ce que je viens de vous dire, de mettre des villes avec des experts, des universitaires, des entreprises, les mettre ensemble et les faire travailler sur un sujet, non pas pour uniformiser, je ne crois pas que ce soit le résultat, et puis je pense que les contextes sont tellement forts que ça me paraît absolument abusif de penser que Lisbonne et Oslo vont s'uniformiser dans une même ville. Bon, moi, j'y crois pas. Alors évidemment, il y a des pratiques communes, il y a des comparaisons, il y a des pratiques qui s'échangent, mais je pense que c'est plutôt dans le bon sens que ça se fait. Je pense que là, on a fait beaucoup de progrès en Europe, et je pense que les pratiques se sont extrêmement diversifiées, au contraire, mais à la fois améliorées. Il y a beaucoup d'idées qui ont circulé, il y a beaucoup de moi, je suis très très positif. Je trouve que l'Europe a joué sur ce plan-là précis. On peut discuter du reste, mais parlons de cela. Je trouve que l'Europe a joué un rôle d'amélioration des pratiques absolument formidable. Formidable. Moi, j'ai participé à plusieurs projets européens à différents titres, et je trouve que ça marche bien, ça. Ça marche bien. Et en France, on le voit bien d'ailleurs, il y a des villes qui participent plus que d'autres à ce mouvement. Je pense à une ville comme Nantes ou une ville comme Lyon, qui sont très en pointe sur le plan européen dans les échanges. Ils participent à de nombreux projets européens. On voit, je ne sais pas s'il y a des causes à effet exactes, etc., mais on voit que ce sont des villes qui innovent, qui réfléchissent, qui sont dans la dynamique européenne. Je trouve que c'est intéressant. Il faut leur demander. Moi, je trouve que sur le terrain, on le sent pas beaucoup, on le sent un peu quand même, mais je ne peux pas non plus dire, je ne connais pas tout, je sais qu'il y a quand même des échanges au niveau parisien, mais disons que c'est plus facile pour Nantes de participer à un projet européen, visiblement, que pour Paris. Hein, alors pourquoi, je n'en sais rien, parce que je pense que Paris a aussi une logistique très difficile à gérer, que Paris a ses propres institutions de réflexion et que donc doit se sentir suffisamment outillé pour réfléchir et n'a pas forcément besoin de beaucoup réfléchir ailleurs. Enfin, mais là, je fais des suppositions, hein, je ne veux pas m'avancer plus. Mais c'est vrai qu'on rencontre plus souvent des représentants de Nantes ou de Lyon dans les institutions, dans les projets européens que des représentants de Paris. Enfin, moi, j'en rencontre plus. Oui, alors ça serait tentant de le dire. Oui, ça serait tentant de dire, oui, mais on est un peu. Je pense que c'est un peu ce que enfin, les gouvernances parisiens pensent, mais je ne suis pas sûr on ait raison de penser comme ça. Je pense qu'il faut aussi penser local, penser global, et puis je pense que sur le plan mondial, Paris n'a plus la même place qu'elle avait autrefois, et elle doit la reconquérir. Et elle a tous les éléments. Moi, ce qui me navre un petit peu dans la situation de Paris, pour répondre indirectement à votre question, c'est que Paris a tous les atouts, a des atouts fabuleux. Elle a des atouts économiques euh, exceptionnels. Quand même, la métropole parisienne est quand même une métropole mondiale pour de bon, je veux dire, bon. Elle a des atouts formidables, elle a des atouts culturels uniques au monde. Nulle part il y a autant d'expositions dans une ville, autant de cinéma dans une ville, autant de musées, autant de théâtres, autant de monuments. Enfin, je veux dire, les atouts culturels de Paris. Il y a des universités, il y a des écoles d'ingénieurs, d'architecture, de très haut, d'extraordinaires niveaux. Donc il y a vraiment tout. Il y a des espaces publics fabuleux, il y a des jardins extraordinaires. Que demande le peuple? Enfin, je veux dire, c'est une ville magnifique, et c'est une ville à la fois qui s'est isolée, je trouve, qui s'est isolée. Euh, il y a peu de grandes manifestations mondiales. Vous dites ville-monde, mais ville-monde, il n'y a plus, je veux dire,
les artistes ne viennent plus s'installer à Paris, ils vont s'installer à Berlin. Ils s'installaient il y a 20 ans à New York, maintenant ils vont à Berlin, demain ils iront, je sais pas. En tout cas, je ne connais pas beaucoup d'artistes américains qui viennent s'installer à Paris ou d'artistes allemands qui viennent. Il y en a sûrement, on va me contredire, on va me dire que j'exagère, mais compte tenu de l'impact du potentiel de Paris, on n'a pas ça. Aujourd'hui, les universités qu'on fréquente sont toutes en lien les unes avec les autres. Alors, bien sûr, les universités françaises sont en lien aussi, mais elles restent quand même un peu isolées. Elles ne jouent pas ce rôle de pivot du monde. On ne vient plus à Paris pour faire de l'excellence. Modérer mon propos. Mais Paris a des atouts fabuleux. Les atouts de Paris sont probablement uniques au monde. De Paris, de sa région, sa situation en Europe. Franchement, Paris a tous les atouts pour redevenir le laboratoire d'innovation et urbain. Enfin, je reste sur le plan urbain, je ne parle pas des sciences, je connais pas bien. Mais sur le plan de l'urbain, Paris a tous les atouts pour redevenir ce laboratoire. En plus, Paris a quelque chose de tout à fait unique au monde, je pense, peut-être avec Amsterdam. C'est que vous parliez de modèle tout à l'heure, et je refutais le terme de modèle, mais ce n'est pas un modèle, elle a une cohérence probablement unique au monde. Le poids de l'haussmannien dans Paris lui a donné une cohérence fabuleuse qui est reconnue dans le monde entier comme une des qualités architecturales et urbaines essentielles et qui en plus est essaimée dans le monde entier. Enfin, je veux dire, l'urbanisme haussmannien a essaimé. Bon. Et donc aujourd'hui, ça représente un terreau, non pas de conservatisme, comme on pourrait le penser, mais au contraire d'innovation. Comment transformer la ville haussmannienne, c'est-à-dire la ville du 19e, ce qui représente le patrimoine de 80% des villes mondiales, comment la transformer compte tenu des nouvelles injonctions environnementales, comment introduire de nouvelles façons de faire, que ce soit en termes de mobilité, que ce soit en termes d'espace public, que ce soit en termes d'îlots de chaleur, comment lutter contre la chaleur en ville. Là on pourrait, sur ce plan-là précis, pointu, peut-être limité, mais qui a une importance globale énorme, qu'on peut devenir un vrai laboratoire. Et il y a à Paris et dans la région parisienne des chercheurs, des entreprises, des expériences qui vont dans ce sens. On a des spécialistes dans ce domaine. Spécialistes, oui, on a des spécialistes, des gens, des urbanistes, des gens de Météo France, des paysagistes, des architectes, des entreprises qui créent des produits. On a tout ça. Pourquoi ne pas essayer de mieux fonctionner en synergie, créer ce laboratoire? Voilà. Et là, Paris, non seulement peut reconquérir ce rôle, mais est attendu. On attend de Paris qu'il joue ce rôle et on regrette qu'il ne le joue pas.